Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour ou plutôt rebonjour, puisque nous sommes à l'école alsacienne, où nous sommes depuis ce matin. Nous avons enregistré notre émission habituelle et nous enregistrons maintenant les échanges avec le public qui, compte tenu des thèmes sur lesquels on portait l'émission de ce matin, c'est-à-dire évidemment la situation en Ukraine et la manière dont l'Union européenne a réagi à cette situation, ces échanges seront enrichis par la présence de Sylvie Bermann, qui a été ambassadeur de France à Moscou pendant 2 ans, jusqu'en 2019, mais qui a aussi été ambassadeur de France à Pékin, ce qui est évidemment important dans les considérations qu'on peut avoir sur l'avenir de cette affaire. Et puis, nous ont rejoint aussi et ont assisté à cet enregistrement mon confrère Étienne Bouche, qui a été pendant 7 ans à Moscou, où il correspondait pour des journaux comme Libération ou des stations comme Radio France Internationale, et qui un beau jour a eu la surprise de voir que son visa n'était pas renouvelé. Car c'est une des tactiques qui est aussi ancienne que qui remonte au système soviétique, qui consiste non pas à vous foutre à la porte, mais à vous empêcher de rester. C'est évidemment le même effet, mais pas avec la même dramatisation. Est aussi parmi nous un jeune ami russe qui a eu la possibilité de quitter le pays il y a quelques jours et qui pourra aussi nous éclairer sur ce qu'il y a vu, sur ce qui s'y passe et sur ce qu'il craint pour ses compatriotes et pour lui-même. Avant de donner la parole au public, je voudrais demander à Sylvie Bermann comment elle réagit aux interventions que nous avons pu avoir tout à l'heure, mais peut-être d'abord aussi qu'est-ce qu'elle estime être l'influençabilité de Vladimir Poutine par les autres puissants russes, notamment puissants économiques et financiers, qui sont l'objet des sanctions dont nous avons abondamment parlé tout à l'heure. Merci Philippe, évidemment tout cela était très intéressant et on mesure au ton qui est employé le degré d'émotivité par rapport à cette crise. Alors, en fait, les oligarques dépendent de Vladimir Poutine, évidemment, plus que lui ne dépend d'eux. Et il y a un certain temps déjà, probablement qu'anticipant cette intervention, il avait demandé aux oligarques de rapatrier leurs investissements d'Europe et de se concentrer essentiellement sur la Russie. Mais ils dépendent entièrement de lui, parce que ce ne sont pas des sociétés privées pour la plupart du temps, il y en a très peu en Russie, ce sont des grandes entreprises d'État, et donc ils sont à ses ordres et ils auraient beaucoup à perdre. Par ailleurs, Vladimir Poutine ne s'intéresse absolument pas à l'économie et au bien-être de la population. Depuis 2014, le pouvoir d'achat en Russie diminue. Il affecte les classes populaires, mais aussi les classes moyennes. Alors parallèlement, comme ça a été dit, effectivement, la Banque centrale a accumulé des réserves, il n'y a pas d'endettement et il s'est rapproché également de la Chine. Et il y a eu une déclaration très intéressante le 4 février au moment des Jeux Olympiques, où d'ailleurs il semblerait qu'il y ait eu un accord à la demande de Xi Jinping pour qu'il n'y ait pas d'intervention en Ukraine à ce moment-là, comme il y en a eu une en Géorgie, précisément en 2008, au moment des Jeux Olympiques de Pékin. Ça ne veut pas dire que Vladimir Poutine a indiqué la dimension de cette intervention. Je pense qu'il a repris les termes qui sont aujourd'hui ceux qui sont utilisés en Russie, c'est-à-dire que c'est une opération militaire spéciale et en aucun cas une guerre ou une invasion, puisqu'on voit que la Chine est aujourd'hui très embarrassée par cette situation. Je crois que Vladimir Poutine est très gêné, mais là, il y a d'autres personnes qui en parleront mieux que moi, par cette guerre, parce que je sais par des amis que certains Russes ont pleuré le matin de l'invasion, que certains ont dit « ce n'est pas notre guerre » et que beaucoup manifestent aujourd'hui dans Moscou et dans Saint-Pétersbourg avec cette pancarte « Niet vojnie », non à la guerre. Cela dit,
il y a eu des milliers de personnes, des milliers d'arrestations aussi. La presse est totalement muselée. La presse russe, Radio Moscou, la chaîne de télévision Docht ont dû se saborder parce qu'elles sont menacées de 15 ans de prison si elles donnent de fausses informations, c'est-à-dire contraire à ce que dit Poutine. De manière plus générale, Poutine a deux obsessions et je pense que rien ne le fera reculer, qu'il va mettre l'Ukraine à genoux et qu'ensuite, il y aura une négociation, peut-être une partition de l'Ukraine, en tout cas l'Ukraine de l'Est, qui était déjà finalement occupée et tenue par les séparatistes, sera très largement élargie. Il y aura peut-être une Ukraine plus occidentale, avec Kiev, mais avec un gouvernement aux ordres de Moscou. Alors, ces obsessions, il y en a deux. C'est cette revanche par rapport à l'Occident. On parlait tout à l'heure de l'élargissement de l'OTAN, de l'accord d'association avec l'Union européenne. Il y a eu le sentiment que les Occidentaux lui ont toujours menti, que les promesses faites à Gorbatchev n'ont pas été tenues. Et il y a un échange qui est très intéressant entre Angela Merkel et Vladimir Poutine. Elle voulait engager le dialogue. Elle lui a dit, voilà quelles sont les erreurs que l'Occident a commises vis-à-vis de la Russie. Et là, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit plus tôt par François Bujon de l'Étang. Et elle lui a dit, vous, quelles erreurs avez-vous commises vis-à-vis des Occidentaux? Et la réponse de Poutine est très révélatrice, c'est de vous avoir fait confiance. Donc ça montre que ce régime, d'une part, ne peut jamais se tromper, c'est la logique qui était la logique soviétique, mais ça veut dire en même temps qu'il y a ce sentiment de trahison, d'humiliation, et qu'il a ressassé. Deuxième point, c'est l'Ukraine. Pour lui, officier du KGB au moment de la chute de l'Union soviétique, il a considéré évidemment que l'éclatement de l'Union soviétique était la pire catastrophe géopolitique. Il a ajouté pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Russes qui sont en dehors de la Russie. Et pour lui, l'Ukraine était une aberration parce que c'était le berceau de la Russie et que beaucoup d'Ukrainiens, même la majorité à l'époque, étaient russophones. L'identité nationale, l'usage de la langue ukrainienne est venu après l'indépendance. Et je pense qu'il y a eu un effet Covid et que pendant 2 ans, il a ressassé tout ça. Il ne voyait plus personne. À une époque, il arbitrait un petit peu entre ceux qu'on appelle les siloviki, c'est-à-dire les structures de force, les services de renseignement très puissants en Russie comme en Union soviétique, et puis certains libéraux, parce qu'il avait quelques amis libéraux. Depuis 2 ans, il ne voit plus aucun aucun libéral. Il est enfermé dans un bunker qui est aussi un bunker mental. On a vu cette table immense, pas seulement avec Emmanuel Macron ou d'autres dirigeants, mais également avec le ministre de la Défense, avec le chef d'état-major, qui sont ses amis, en tout cas pour le ministre de la Défense, je crois que c'est son meilleur ami, et qui sont ses interlocuteurs, qui sont au bout d'une table, qui parlent derrière une caméra. On a vu l'humiliation lors de la réunion du Conseil national de sécurité, en particulier du responsable des services qui a dû se reprendre à 3 fois, et tout ça devant non seulement toute la Russie, le monde entier. Et je pense qu'il ne reculera pas. Et les oligarques, à la fois parce qu'ils dépendent de lui, que leur richesse et que leur avenir dépendent de lui, ne le feront pas bouger, et qu'il n'y aura de négociation possible, malheureusement, que quand l'Ukraine sera à genoux. Je préférerais me tromper, bien évidemment, mais je pense que c'est le cas. Et les 2-3 oligarques qui se sont démarqués, qui ont dénoncé la guerre, ne le feront pas, je pense, bouger, même s'ils disent des choses intéressantes, mais je ne vais pas monopoliser la parole. On y reviendra. Étienne Bouche, quelle réaction, quel commentaire, quel effet d'analyse vous a inspiré ces 2 thèmes? J'aurais tendance à rejoindre tout ce que vient de dire Madame l'ambassadeur. Ce qui m'a surtout frappé, si on s'arrête simplement aux images de ces échanges,
discours publics de Vladimir Poutine aujourd'hui, il apparaît qu'il est parfaitement déconnecté du réel. Et moi, je l'attribue au fait qu'il est entouré donc, de ses plus proches qui lui font remonter des informations, les informations que lui veut entendre, parce que l'entourage semble un peu terrorisé. Donc, ce qu'il reçoit, c'est les informations qu'il veut entendre. Et en ce qui concerne l'Ukraine directement, on a l'impression que Vladimir Poutine a une grille de lecture concernant l'Ukraine qui est complètement anachronique, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris du tout la mesure des changements qui se sont opérés en Ukraine depuis la révolution orange et probablement même avant. Il y a aujourd'hui, quand il dit qu'il faut aller supporter les populations russophones d'Ukraine, il part du principe que le fait d'être russophone signifie être russe, mais en fait, être russophone en Ukraine ne signifie nullement qu'on appartient forcément à la Russie. C'est-à-dire qu'on peut être ethniquement russe, mais pour autant se rattacher, croire en un État ukrainien. Aujourd'hui, là, ce qui se passe, les échanges qu'il peut y avoir au sein des familles qui sont très mêlés entre l'Ukraine et la Russie, les russophones d'Ukraine ne prennent pas fait et cause pour Moscou. Au contraire, ils expliquent qu'ils ont même des divergences même sur la conception du pouvoir, et il y a une très grande défiance vis-à-vis de Vladimir Poutine. Enfin, en tout cas, là, ce qui se passe, moi, je le vois surtout parce que, au-delà des analyses géopolitiques, je le vois sur ce que j'ai pu faire sur le terrain, aussi bien en Ukraine et en Russie. Ce qui est absolument désastreux dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce sont des familles qui sont absolument déchirées, parce qu'il y a autant, c'était déjà un petit peu le cas avec le Donbass, une partie du Donbass et la Crimée. Aujourd'hui, les familles ne se comprennent plus, ne se parlent plus, et c'est sans doute, il y a une rupture qui s'est opérée qui, à mon avis, sera très très difficile à surmonter. Peut-être on peut demander à Vladimir, si tu veux bien traduire, comment, puisqu'il était encore la semaine dernière à Moscou, comment tout ça est ressenti, sachant que c'est un point de vue... Si vous me permettez, je continue en russe, parce que c'est beaucoup de nuances que je ne peux pas transmettre en français. Donc, et merci pour l'invitation, bien sûr. Общество в России, конечно, в шоке. Мне кажется, в шоке до сих пор. И оно разделено, тем не менее. То есть есть, конечно, те семьи, которые связаны с Украиной, их очень большой процент, которые воспринимают это однозначно как трагедию. Мне кажется, стоит перевести уже. Alors en Ukraine, en Russie, pardon, aujourd'hui, la réaction à la guerre est un choc pour beaucoup, principalement parce que c'est perçu comme une tragédie par tous ceux qui ont des parents et de la famille en Ukraine. Но тем не менее есть довольно большой процент людей, которые поддерживают эту так называемую специальную операцию. Потому что вот это чувство, которое у нас сейчас аналитики называют суверенной обидой, оно довольно популярно и довольно распространено sреди населения, и в том числе даже sреди некоторых моих родных. Pour autant, il y a une partie de la population russe qui soutient la position du pouvoir, parce ce qu'on appelle, ils soutiennent aujourd'hui ce qu'on appelle l'opération spéciale menée par le pouvoir, en partie et principalement du fait que ce qu'on appelle en Russie la vexation liée à la question de la souveraineté est un sujet qui a une résonance en Russie, cette espèce de, je sais pas, Abid, il y a une très forte vexation que ressentent les Russes, et malheureusement ce sentiment d'humiliation et de vexation a atteint jusqu'à certains membres de ma famille. Конкретно в моей семье это, конечно, частный случай, но у меня половина семьи живет на Украине, и поэтому сейчас, конечно, все это переживается очень тяжело.
Но, опять-таки, есть еще такие детали, которые в этой откровенной информационной войне не упоминаются. Это то, что даже несмотря на то, что, например, мой родной город в Украине подвергся бомбежкам, там тоже есть поддержка российской власти. И это очень странно, я до сих пор не понимаю, как это все укладывается в голове у людей, честно говоря. Меня... то есть как этот бардак существует, я до сих пор не понимаю, честно говоря. Alors, dans le cadre de ma famille, il y a une grande partie de ma famille qui habite en Ukraine. Et donc, c'est particulièrement sensible en ce moment, logiquement. Aujourd'hui, il y a une guerre de l'information qui est menée donc vraiment en ce qui concerne l'opération spéciale. Ce qui est très difficile et qui semble incompréhensible dans le cadre de ma famille, c'est que donc ma famille habite dans une région du sud, une ville du sud de l'Ukraine, et que même si aujourd'hui la ville est sous occupation russe, c'est difficile de comprendre cette espèce de bouillie qu'il peut y avoir dans le cerveau des gens, mais malgré tout, certaines personnes qui sont dans cette ville occupée par les Russes soutiennent malgré tout cette opération. C'est pas certaines personnes, c'est beaucoup de personnes en fait. Oui, oui. Bon, peut-être pour faire avancer notre conversation, peut-être le moment est venu de donner la parole à la salle et donc à la première question qui, selon l'usage habituel, est toujours la plus difficile à poser. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que nous commençons par la deuxième. Oui, monsieur. C'est la question. Oui, je m'excuse, ça va être une question qui est un peu annexe, mais qui fait référence à la solidarité qu'on retrouve en Occident par rapport au peuple ukrainien et sur la résilience et la vaillance à long terme dont on parlait. Est-ce que, je soumets cette idée, est-ce que le fait que, par exemple, dans nos pays occidentaux, on prône l'idée de réduire notre chauffage de 2 degrés, par exemple, pour réduire les importations russes, qui auraient pour l'avantage de réduire, de montrer une solidarité vis-à-vis de ça, et aussi d'affaiblir éventuellement les ressources de Poutine. Est-ce que ce sont des idées intéressantes ou pas du tout? Personnellement, ça me paraît une idée intéressante parce qu'elle est très égoïste, c'est-à-dire que ça nous permettrait de contribuer peu ou prou à l'avancée de la situation, de nos rapports avec la Russie, et ça nous permettrait aussi d'avoir quelques considérations pour le dernier rapport du GIEC. Mais je ne suis pas sûr que pour autant, mais ça c'est Lucille qui connaît ces questions-là. Moi, je trouve que ce qui est très intéressant dans votre proposition, c'est qu'elle fait le lien aussi entre différentes situations que nous avons l'impression de vivre de manière parallèle. C'est-à-dire que, effectivement, le 28 février, le rapport du GIEC est paru. Et puis, évidemment, la situation en Ukraine, la guerre, quoi qu'en dise Vladimir Poutine, nous étreint beaucoup plus profondément, si je puis dire. Ou humainement, bon, Jean-Louis me dit directement. Je ne sais pas si c'est directement, en tout cas, c'est charnellement, je veux dire. Et donc, tout ce qui relève de propositions qui nous permettent de faire le lien entre ces différents compartiments de ce que nous vivons, de notre vie, me semble être extrêmement bienvenu. Et là-dessus, peut-être qu'on mettra ça sur le site du Nouvel Esprit Public. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le dernier texte de Bruno Latour, qui est paru cette semaine, et qui dit, au fond, dans les deux cas, c'est ce qui s'appelle une politique d'exploitation impérialiste. Et il faut faire le lien par rapport à ces questions de principe d'exploitation impérialiste, par rapport à la terre, par rapport évidemment à ce que fait Vladimir Poutine, et c'est extrêmement intéressant. Question ici, là-bas. Très bien. Et puis après ici. Oui, bonjour. Je me demandais récemment, on croyait que le consensus, c'était de dire que la guerre s'arrêterait potentiellement aux républiques autoproclamées, que Poutine se limiterait à ces parties de l'Ukraine. Finalement, on a vu ce qu'il en était. Donc ma question est simple, où s'arrête finalement Vladimir Poutine? On parle ce matin d'une invasion possible de la Moldavie. Il y avait un article dans le journal du dimanche là-dessus. Donc quel est le endgame finalement? Je sais que c'est spéculatif, mais c'est quand même une question, je pense, qui revient beaucoup.
Alors, vous avez raison, c'est spéculatif parce qu'avant la guerre, personne n'y croyait et personne n'y croyait en particulier en Ukraine. Il se trouve que je travaillais dans le cadre du groupe trilatéral de Minsk, que j'étais à Kiev 3 semaines avant. On avait tenu un séminaire avec un certain nombre de personnalités, des chercheurs, mais aussi des officiels. Et jusqu'à la veille, j'avais eu des contacts en Ukraine, je lisais la presse et le ministre de la Défense, le chef du Conseil national de sécurité, ne croyait absolument pas à une invasion massive. Ils imaginaient que peut-être effectivement il y aurait des opérations de déstabilisation dans le Donbass, mais à aucun moment, puisque c'est un pays frère et ils étaient en tout cas tous sans exception sur cette ligne. J'en ai vu encore quelque temps avant, puisqu'on parlait de Transnistrie précisément, puisque vous évoquez la Moldavie. Et il se trouve que la situation en Transnistrie par rapport à la Moldavie est un peu la même que celle du Donbass. Et je vais quand même vous dire aussi que le jour où Vladimir Poutine a déclaré la reconnaissance des républiques autoproclamées du Donbass, beaucoup encore en Russie et au Donbass même, puisqu'il y avait 1300 observateurs de l'OSCE. Il se demandait encore s'il s'arrêterait aux frontières des républiques séparatistes actuelles ou ce qu'il irait au-delà, puisque le Donbass, c'est 3 fois plus que les républiques séparatistes actuelles. Et Mariupol, ils avaient tenté également d'occuper Mariupol en 2014. Donc sur la Moldavie, je ne peux pas vous répondre. Il n'est pas exclu qu'ils interviennent aussi. Savoir où il s'arrêtera, je ne sais pas. Mais ce qu'il y a, c'est que dans sa tête, l'Ukraine, c'est quand même quelque chose de très spécial. Il a écrit il y a 6 mois un article sur le fait que l'Ukraine n'est ni une nation, ni un peuple. Et souvent, je pense à ce côté obsessionnel et l'indignation de Poutine. Ça me rappelle le livre de Philippe Roth, La Tâche, quand il disait « l'indignation rend fou ». Et on a l'impression qu'il est rentré dans ce processus mental, non pas que ça n'existait pas avant, mais ça s'est renforcé effectivement par l'isolement, pas uniquement forcé, mais lié à cette peur panique du Covid. Et en écho à cette question, je me souviens d'une de ces anecdotes qu'on racontait en Tchécoslovaquie, puisque c'était encore la Tchécoslovaquie après l'invasion russe. C'était un Tchèque qui demandait à un autre, mais pourquoi est-ce que les Russes sont entrés en Tchécoslovaquie? Et l'autre lui répondait, ils sont entrés parce qu'on les a appelés. Et jusqu'à quand est-ce qu'ils vont rester en Tchécoslovaquie? Et jusqu'à ce qu'ils trouvent ceux qui les ont appelés. Philippe. Richard Verlier. Pardon, Jean-Louis. Oui. J'ai pas compris. Oui, ça ne m'étonne pas. Tu n'entends pas ce que je t'entends, si, absolument, oui. Je vais dire un mot, c'est tout. Mais comme ça fait 10 minutes que je m'agite. Ça, c'est bon pour ta santé. Parle devant le micro, Jean-Louis. Voilà, non, moi je suis pas d'accord avec ce que vient de dire Sylvie sur le fait que c'était pas prévisible. C'était extrêmement prévisible. Moi, je veux dire, d'ailleurs, je l'avais dit publiquement, je suis pas un devin, loin de là. Mais tous ceux qui étudiaient avec moi cette question, c'était absolument évident qu'on ne massait pas 200 000 hommes pour faire une petite opération militaire. C'était évident que ça n'avait aucun intérêt pour Poutine de contrôler simplement les deux républiques sécessionnistes, que son problème était de prendre le contrôle politique de l'Ukraine, de le ramener en dehors de l'influence potentielle de l'OTAN et plus ou moins réelle de l'Union européenne, et que ça impliquait donc, alors ensuite, rien ne s'est passé comme il voulait. Il pensait sans doute que ce serait faisable de faire quelque en Ukraine de l'Ouest, une sorte comme les Russes savent faire, enfin une sorte de coup d'État, plus ou moins avec un pouvoir plus ou moins contrôlé, une réaction au Maïdan et puis un appel du pouvoir à l'armée russe. Enfin, les modalités étaient... Mais
je dois dire que c'était quand même extrêmement clair depuis le début, depuis toute l'analyse qui s'est déroulée depuis le mois de juillet dernier, les déclarations du 13 juillet, etc., le fameux discours du 13 juillet, les propositions de traité, tout ça, et de donner le sentiment que c'était une confrontation évidente avec l'Ukraine. Alors, j'en profite pour dire que jamais, au grand jamais, je n'ai considéré que François-Vladimir Bouillon de l'Étang faisait partie du clan des nostalgiques. Jamais. Je pense que d'ailleurs, ce n'était pas aussi l'opinion de Richard. Nous avons peut-être... Enfin, une autocritique. Moi, je crois... Non, pas du tout. Je crois en revanche que le problème, vous avez d'ailleurs raison sur le fait que ça a été très maladroitement vendu par l'Union européenne, le traité d'association, mais je pense que c'est pas du tout ça le problème. Il faut partir quand même de l'idée très simple que nous n'avions aucune raison à l'Ouest de considérer que la destruction, la suppression de l'Empire soviétique était quelque chose de réversible. Ce que dit Poutine, c'est qu'il veut remettre en cause cette dissolution de l'Empire soviétique. C'est ça depuis le début. Nous n'avions aucune raison de cautionner cela. Ce système soviétique était une abomination en termes de développement politique, de développement économique, une abomination en termes de liberté pour les peuples d'Europe centrale et orientale. Gorbatchev avait accepté que ce soit terminé et nous avons pris des dispositions pour éviter de reconstituer ça. Et je ne vois pas au nom de quoi on pourrait considérer que le projet visant à remettre l'Union soviétique en circulation est un projet légitime devant lequel nous aurions dû quand même négocier, concéder et considérer qu'après tout, c'était très humain de la part de M. Poutine de le faire. Je crois qu'il faut quand même ne pas renverser la charge de la preuve. François Bujon de l'Étang vient de prononcer le mot d'autocritique qui me rappelle une autre blague communiste, mais qui était à l'intérieur du Parti communiste français. On disait, ah, tu sais, il y a un tel va faire son autocritique. Et la réponse était, et sur le dos de qui? Sylvie Berman. Oui, moi je parlais des Ukrainiens, parce que c'est quelque chose de monstrueux, et je peux vous dire, il y a encore des jeunes Ukrainiens de la diaspora qui vous disent ici, mais on n'a jamais imaginé ça, parce que c'était considéré comme une manifestation d'intimidation pour obtenir ce que Poutine voulait depuis longtemps, le dialogue avec les Américains, qu'il avait obtenu d'ailleurs. Oui. C'était plus ça qu'il voulait. Et non, c'était plus ça qu'il voulait, effectivement. Le dialogue avec les Américains, la reconnaissance de facto que l'Ukraine ne pouvait pas être membre de l'OTAN. Les Américains avaient fait des propositions. Il a eu des positions maximalistes en disant nos préoccupations de sécurité ne sont pas respectées. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la logique soviétique de ce qui est à moi et ce qui est à toi se négocie. C'est-à-dire qu'ils n'étaient absolument pas prêts au compromis. Le deuxième point, je suis désolée d'être en désaccord, c'est sur l'Union soviétique. Il déteste l'Union soviétique, il déteste le régime communiste. Ce qu'il veut, c'est l'Empire russe. Sa référence, elle commence à Ivan le Terrible, en passant par Pierre le Grand, et puis effectivement Staline, puisque c'était c'est lui qui finalement a gagné la deuxième guerre mondiale, et c'est un homme puissant. Donc ce qui l'intéresse, c'est l'Empire russe avec les populations russes. C'est ça qui l'intéresse. C'est lui qui a employé le mot Union soviétique, c'est pour ça. Non, mais dans l'Union soviétique, il a dit, c'est la plus grande catastrophe parce que il y a des Russes qui sont en dehors de la Russie. Et il a dit également à un moment, ceux qui regrettent ceux qui ne regrettent pas l'Union soviétique n'ont pas de cœur, mais ceux qui la regrettent n'ont pas de raison. Donc il n'est pas dans une logique soviétique. Il a la nostalgie, puisqu'on a parlé de nostalgie, de la puissance, effectivement. Mais ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est clairement la reconstruction de l'Empire russe. Et il y a une question civilisationnelle pour lui. C'est pour ça que l'Ukraine est le cœur. Il va vouloir exercer une influence sur le Kazakhstan, sur toutes ces anciennes républiques, mais il ne veut pas rétablir ces républiques dans un empire russe. François Bujon de l'Étang. Donc, je voulais juste faire une remarque en passant sur le thème l'invasion était-elle prévisible?
Elle devait être prévisible puisque les services américains l'avaient prévu. Alors c'est un point sur lequel je voulais m'arrêter simplement une seconde. Il suffit que les services américains disent quelque chose pour que nous soyons convaincus qu'ils ont tort et qu'ils se trompent, ou qu'ils nous trompent, comme ils l'avaient fait pour la guerre d'Irak, bien entendu, où on avait inventé à Washington les preuves des soi-disant armes de destruction massive de Saddam qui n'existaient pas. Mais plus récemment que l'Irak, il y a eu l'Afghanistan, par exemple. Et la façon dont les Américains ont quitté Kaboul, les services américains n'avaient sans doute pas prévu que les talibans allaient instantanément prendre le contrôle de Kaboul. Donc on est tellement habitués que lorsque les Américains se sont mis à crier au loup dans la crise ukrainienne, personne ne les a crus. En fait, ils sont les seuls à avoir vu. Je peux réagir aussi. Je peux. Oui, moi j'étais en Ukraine quand ils ont commencé à crier au loup. J'étais à Kiev. Et effectivement, ils ont commencé l'évacuation de leur ambassade, demandé à ce qu'on appelle les Five Eyes, australiens, canadiens, etc., de partir également. Les avions ne s'arrêtaient plus le soir à Kiev. Moi, je venais d'arriver. Un de mes collègues qui passait par la Lufthansa n'a pas pu arriver. Et à ce moment-là, les Ukrainiens, Zelensky aussi, étaient absolument furieux en disant « les Américains sont trop alarmistes, ils sont en train d'affaiblir l'Ukraine, d'affaiblir sa monnaie, de faire partir les touristes et les investisseurs ». Et c'est vrai, le problème, c'est qu'ils ont annoncé la guerre avec une date précise trop de fois, et du coup, les Ukrainiens ne les ont pas crus. Et effectivement, c'est lié à la fois à l'Irak et à l'Afghanistan. Richard Verly. Oui, en fait, je voulais rajouter une question à François Vladimir. Qu'est-ce que peuvent faire les Américains ? Volodymyr. Qu'est-ce que peuvent faire aujourd'hui les États-Unis et comment sentez-vous l'administration Biden face à ce qui se passe ? Je crois que Blinken sera demain en Pologne, me semble-t-il. Comment vous voyez la réaction de Washington dans les semaines à venir ? Écoutez, je ne peux que me formuler un vœu ici. Moi, je ne suis pas très tranquille sur la solidité de l'administration Biden. Nous avons affaire à un président qui est âgé, que je connais bien pour l'avoir fréquenté quand il était sénateur et même président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Washington. Monsieur Biden n'est pas totalement au contrôle de la situation à Washington. Il est appuyé sur un parti démocrate qui est coupé en deux, une fraction je veux dire progressiste et une fraction plus conservatrice. Il n'a pas de majorité solide au Sénat, il en a une assez courte à la Chambre des représentants, il va la perdre sans doute aux prochaines élections mid-term qui sont à l'automne prochain. Si vous me posez une question d'intuition, c'est que je suis inquiet de la solidité, de la détermination de l'administration Biden à tenir sa position et à tenir l'article 5 de l'OTAN. J'ai peut-être tort, mais je ne suis pas entièrement rassuré sur ce point. Moi, je voudrais poser une question à Vladimir qui est né après la fin de l'Union soviétique, pour savoir précisément, pour lui personnellement, qu'est-ce que représente cette idée de la Grande Russie, de l'Empire russe, ou des rapports entre la Russie et le reste des pays, nations, provinces qui ont fait partie de l'Union soviétique. Merci pour le compliment, mais je suis né avant la fin de l'Union soviétique. Нет, еще раз. Мне кажется, что действительно Советский Союз это было очень искусственное такое образование. Alors, je considère que l'Union soviétique était une construction artificielle et artificielle. Да, и по-настоящему советскими республиками были, как мне кажется, три. Это как раз три славянских страны: Россия, Украина и Беларусь. И удивительно. И я думаю, что как раз-таки вот этот гнев Путина, он состоит в том, что как раз из трех самых советских республик одна захотела в Европу. Потому что остальные, то есть, если кроме этих трех, у нас есть Прибалтика, которая, очевидно, всем всегда была за границей внутри Советского Союза. Et... Le russe est une langue magnifique, on a plaisir à l'entendre, même sans la comprendre, mais il y a un moment où l'interprète a besoin de reprendre son souffle.
J'ai perdu le film. Non, il y a oui. 3. C'est ça. En réalité, il y avait véritablement que 3 pays qui faisaient partie de l'Union soviétique. Ce sont les pays slaves, donc la Biélorussie, la Russie et l'Ukraine, et que en fait, dans cette construction artificielle, justement, les autres n'en faisaient pas véritablement partie, et en particulier les pays baltes, qui en fait ont toujours, au sein de l'Union soviétique, ont toujours été à l'étranger. Et que les autres républiques soviétiques, donc principalement en Asie centrale, n'ont jamais véritablement partagé ces valeurs et ces idéaux soviétiques, qui sont toujours restés également à l'écart. Oui, juste un petit mot, je peux poser une question à Sylvie. Cette histoire d'Union soviétique et de Russie, je crois que c'est très pertinent. Dans l'esprit de Poutine, il est clair que c'est le rassembleur, le tsar, le rassembleur de toutes les Russies. Cela dit, en termes de travaux pratiques, c'est quand même assez difficile à distinguer, parce qu'il y a les terres russes, mais il contrôle aussi indirectement l'Arménie, il contrôle indirectement le Kazakhstan, il contrôle indirectement la Moldavie, et manifestement, il est très agacé de l'indépendance et de l'appartenance à l'article 5, si je puis dire, des États baltes, de la Pologne et des pays d'Europe centrale. Donc, je pense que il est un peu dans la logique que disait Malraux quand, commentant la politique de Staline, il disait « Staline, regardant la neige tomber du Kremlin, pouvait dire « j'ai refait la Russie ». Donc la différence côté travaux pratiques, à part sans doute que le système soviétique était plus collégial que le sien. Sylvie Bernard. Oui, mais c'est complètement différent. C'est ce que vient de dire Vladimir. Il y a les 3 terres slaves qui, là, font partie de la Russie. Le reste, moi, je l'ai entendu dire que ce n'était pas dans l'ère civilisationnelle russe, parlant des pays baltes. Et puis après, vous avez ces républiques sur lesquelles, effectivement, il veut garder une certaine influence. Ça, c'est vrai. Contrôle, influence, tout ce qu'on veut. Mais ça n'a rien à voir avec l'empire territorial qu'il aspire à... c'est de nature différente. Il ne va pas recontrôler... Les intéressés sont heureux de l'apprendre. Oui, mais je pense que c'est sa vision. C'est pas une reconstitution de l'Union soviétique, c'est une reconstitution de l'Empire russe avec une influence sur les pays qui sont limitrophes. Sylvie, j'ai rappelé tout à l'heure que vous avez été ambassadeur à Pékin. Sur l'attitude de la Chine depuis le début de cette crise, quel est votre regard ? Alors, depuis 2 ans à peu près, 2-3 ans, la Chine et la Russie ont construit un véritable partenariat. C'était avant une simple entente. En tout cas, la Chine ne veut pas d'une véritable alliance. L'amitié entre le peuple russe et le peuple chinois n'était pas une évidence, mais finalement, Poutine et Xi Jinping se sont rencontrés 38 fois et ils ont établi aujourd'hui un véritable partenariat dans le domaine militaire, partenariat dans le domaine spatial. Ils participent à des exercices conjoints et la logique de tout cela, c'est l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Et d'ailleurs, Xi Jinping dit que Poutine est son meilleur ami et vice-versa. Et je crois que ça ne s'arrêtera pas tout simplement parce que ce sont 2 régimes qui se durcissent à l'intérieur et qui ne veulent pas d'ingérence des pays occidentaux, donc ils défendent les mêmes positions aux Nations Unies. Cela étant, je pense que la Chine est très embarrassée de ce qui se passe parce que l'intervention de Poutine se fait
sous prétexte de soutien à des séparatistes. Et évidemment, la Chine n'a pas du tout envie de voir un soutien aux séparatistes ouïghours ou autres. Et puis, le fait que la Russie soit devenue un paria sur la scène internationale gêne aussi beaucoup la Chine. Et d'ailleurs, sur le plan financier, elle ne s'est pas substituée aux Européens. Bon, dans certains domaines, oui, pour le gaz, le pétrole, parce qu'elle en a besoin et qu'elle aidera dans une certaine manière la Russie. Mais je crois qu'aujourd'hui, elle se pose quand même des questions. Mais il ne faut pas se faire d'illusions sur une séparation entre les deux, parce qu'encore une fois, ils se sentent visés par les Occidentaux. Est-ce qu'elle peut jouer un rôle positif? Elle peut jouer un rôle positif, je pense. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est abstenue au Conseil de sécurité. Elle n'a pas soutenu la position russe. Elle ne l'a pas soutenue dans la réunion de l'Assemblée générale. Elle doit lui demander effectivement d'arrêter cette intervention militaire. Mais encore une fois, je crois qu'avec l'obstination de Poutine, il y a peu de chances, en tout cas, qu'elle obtienne ce résultat-là. Après, il faudra voir, parce que de toute façon, il y aura une négociation nécessaire à un moment donné. J'avais une question par rapport à la suite à les États-Unis et Joe Biden et le support des États-Unis. Quand est-ce que l'Europe a pris conscience que s'ils n'ont pas aussi un militaire aussi important, sans doute, que l'Europe et que la Chine et la Russie, c'est pas que sur le plan économique. Et est-ce que l'Europe va construire quelque chose plus sérieusement militaire et surtout inviter les Allemands de dépenser un petit peu plus de leur GDP en militaire autre que les Français et les Anglais? Je crois que c'est Kaboul qui a eu en fait un effet de, comme on dit, wake-up call, de réveil pour les Européens. D'abord parce que les Américains dans l'OTAN décident quand ils interviennent, quand ils se retirent. Souvent, ils oublient même de prévenir leurs alliés. Donc, et puis, à partir du moment où les Américains disent qu'ils ne s'intéressent plus à l'Europe et qu'ils vont faire ce pivot vers la Chine, les Européens se retrouvent un peu tout seuls. Et en tout cas, pour l'Allemagne, le choc, c'est évidemment cette invasion en Ukraine où le chef d'état-major allemand a dit un jour « mais je suis tout nu ». Et donc, il y a des décisions qui ont été prises pour remplir l'engagement, d'ailleurs, de consacrer 2% du PNB à la défense, parce qu'en réalité, ça avait été le résultat de Cardiff et les Américains le demandaient depuis très longtemps. Et puis, il y a eu une décision également de consacrer une somme très, très importante à la défense allemande. Et ils ont changé de logiciel, et ce qui est évidemment important. Donc, l'OTAN, évidemment, ça reste important, et pour les Allemands, c'était identitaire. Mais il faut que l'Union européenne ait des moyens. Alors, quand on dit les choses sérieuses se font dans l'OTAN, en réalité, quand il y a une opération de haute intensité, et si les Américains sont intéressés, ce qui n'est pas garanti, quand il s'agit de défense collective, c'est bien évidemment l'OTAN. Mais il faut néanmoins que l'Union européenne se dote d'un outil militaire pour être prise au sérieux. Mais l'évolution de l'allemand est une véritable révolution culturelle. Alors, cette question sera la dernière, je le regrette, mais cet échange avec le public aura déjà duré 2 fois plus que d'habitude. Là, évidemment, la situation s'y prête, mais en même temps, le réalisme impose. Bonjour, je vais revenir à la question précédente de M. Meyer. On entend depuis le... Ça fonctionne ? Très bien. Okay. Depuis le début de la guerre, notamment à propos du régime des sanctions, le fait que l'exclusion du système SWIFT soit susceptible de générer la constitution et la consolidation d'un système parallèle sur lequel on n'aurait pas de visibilité, notamment entre la Chine, la Russie, l'Inde, l'Iran. Monsieur Bujon-Jatan a dit au début que ça restait embryonnaire, notamment en Russie, donc ce n'était pas susceptible de suppléer complètement aujourd'hui à SWIFT. Donc j'ai 2 questions. Est-ce que c'est réel ? Est-ce que la menace à ce niveau-là est vraiment réelle ? Et est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels on pourrait voir émerger ou se renforcer un bloc en face de l'Occident, notamment entre ces différentes grandes puissances ? Voilà, merci. Sylvie Berman.
Moi, je crois qu'on est dans une logique de guerre froide. C'est un nouveau type de guerre froide. Souvent, on dit on n'y est pas parce que ça n'a rien à voir avec celle qui avait lieu entre l'Union soviétique et les Américains et l'Occident. Mais bon, c'est un nouveau type de guerre froide. Les Russes et les Chinois songent depuis longtemps à prendre des mesures pour dédollariser l'économie. D'ailleurs, le contrat important de fourniture de gaz qui a été signé entre les deux pays n'a pas été signé en dollars. Pour le moment, il a été signé en euros, mais il y aura sans doute d'autres possibilités. Et aujourd'hui, les Chinois travaillent beaucoup sur la crypto-monnaie. Et ça, c'est une nouvelle évolution. Bon, je sais qu'au niveau de l'euro, il y a aussi un travail qui se fait sur un euro digital. Ça prendra peut-être du temps, mais en tout cas, ils y réfléchissent très sérieusement. Richard Verly. Oui, Philippe disait dans son introduction que l'essentiel du commerce des hydrocarbures de la Russie passe par Genève, passe par la place financière de Genève. Je crois que rien que ça, c'est très révélateur. C'est-à-dire qu'on peut toujours rêver et sans doute essayer de mettre en œuvre un bloc financier parallèle, un peu comme un Internet parallèle, c'est ce que fait la Chine notamment, sauf que se pose toujours la question de qui est l'acheteur et qui est le vendeur. Autrement dit, tant que la Russie et la Chine auront pour clients les Occidentaux, ils n'auront pas d'autre choix que d'avoir besoin de canaux financiers pour commercer avec les Occidentaux. Le jour où ils commerceront ensemble, si ça devait arriver, et franchement, quand on regarde les chiffres, ça apparaît juste impensable, effectivement, ils pourront mettre en place un bloc séparé. Mais pour l'instant, tant que le gaz part vers l'Europe, le gaz russe, et tant que les exportations industrielles chinoises partent massivement vers l'Occident, de toute manière, il faut passer par un système de paiement qui est un système de paiement international reconnu par l'Occident. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais dire une petite chose par rapport à justement à l'insertion commerciale internationale de la Russie et de la Chine, qui sont évidemment pas du tout de même nature. Je crois que c'est un analyste qui disait, au fond, la Russie, c'est comme un pays émergent. C'est-à-dire qu'il y a une rente autour des hydrocarbures. On sait bien que pour la Chine, ça n'a rien à voir. Et du coup, la question de l'insertion de la Chine dans la mondialisation économique implique qu'elle ait une vision différente, évidemment, de sa relation avec les États-Unis, avec l'Union européenne. Et une deuxième chose par rapport à ça, c'est que l'Union européenne, puisqu'on parle de puissance, devrait se dire aussi qu'elle doit développer une puissance diplomatique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire bouger la Chine par rapport justement au fait qu'on a une vraie imbrication, une vraie interaction entre la Chine et l'Union européenne. C'est un point, à mon avis, beaucoup plus important à court terme que la question de la construction d'une défense européenne. Je vous remercie. Je remercie Laurie Galligani et Christian Sori qui ont enregistré ce BADA qui sera exceptionnellement diffusé dans la suite de l'émission que nous avons enregistrée précédemment. Je remercie le public. Soutenez-nous, financez-nous, faites-nous connaître et revenez le 3 avril à l'École alsacienne pour notre prochaine émission en public.